8h44, c'est la discorde diplomatique qui monte ces dernières heures. Paris et Rome à fleur et moucheté à propos de 3 navires humanitaires d'ONG. À leur bord, plusieurs centaines de migrants repêchés en Méditerranée. Alors il y en a un qui est en particulier au milieu de la querelle. Il s'appelle l'Ocean Viking, navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée. Il n'a pas reçu le feu vert des autorités italiennes pour accoster. Hier soir, surprise, Giorgia Meloni, nouvelle présidente du Conseil italien, remercie la France d'accepter d'accueillir le bateau dans l'un de ses ports. Réponse de Paris, alors pas un démenti, non, ça manquerait de cœur, vous comprenez, après avoir cloué au pilori le Rassemblement national pour son racisme, vous imaginez bien que ça pouvait pas se faire, non, plutôt l'indignation face, je cite, au comportement inacceptable des autorités italiennes, contraint au droit de la mer et à l'esprit de solidarité européenne. Ambiance, bonjour Louis Osalter. Bonjour Dimitri. Journaliste politique à Marianne, auteur de L'étrange victoire Macron de l'histoire secrète, écrit avec Agathe Lambray aux éditions de l'Observatoire. Yves Tréhard est avec nous aussi, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, la France va-t-elle accueillir ou pas l'Ocean Viking, d'après vous Yves? C'est un feuilleton qu'on connaît. Je pense que c'est probable qu'elle le reçoive. Moi, je voudrais pousser un grand coup de gueule. Il y a 30 ans, un garçon qui s'appelait Jean-Christophe Ruffin a écrit un livre qui s'appelle L'Empire et les nouveaux barbares, qui raconte précisément ce qu'on vit à intervalles réguliers depuis 30 ans. C'est-à-dire des bateaux de migrants qui arrivent, qui fuient la misère, qui fuient la précarité, qui fuient la guerre, qui fuient la famine, qui fuient et qui remontent d'Afrique. Le fléau du XXIe siècle, c'est celui-là. Et c'est lui qui conditionne beaucoup des problèmes qui existent et là-bas et ici. Et l'Union européenne n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur ce sujet. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être inhumain et de pas avoir un devoir, enfin, pas avoir de solidarité vis-à-vis de gens qui fuient la misère, pour beaucoup quand même, il faut le dire. Mais il s'agit aussi d'être ferme et de ne pas être une espèce de passoire, si vous voulez, ouvert aux 4 vents et pour accueillir des gens qu'on ne sait pas accueillir. Non mais je vais simplifier. Il est bien là le problème. Alors là, derrière ça, là un petit problème politique, évident. C'est une espèce de politesse qui est faite par Madame Giorgia Meloni à l'endroit de Monsieur Macron, qui a fait semblant, ou qui plutôt par une porte dérobée l'a vu à Rome il n'y a pas très longtemps, parce qu'il ne voulait pas vraiment la voir. Alors les détails sont assez croustillants quand même de cette affaire, Louis Osalter, parce que évidemment les riverains de l'Italie qui ne veulent pas de ce bateau, soyons très clairs, ils en reçoivent beaucoup. Renvoient l'Italie au droit de la mer en disant écoutez, c'est vous les plus proches, le port le plus proche, c'est à vous de les accueillir. Et alors le ministre de l'Intérieur italien a trouvé le truc dimanche en disant non mais attendez, ces bateaux battent pavillon allemand, norvégien, pourquoi ce ne serait pas l'Allemagne et la Norvège qui prendraient les migrants à bord de ces navires? Oui, et le raisonnement juridique, c'est pourquoi ce seraient des naufragés et non pas des passagers. Parce que la démarche de ces bateaux humanitaires est aussi d'aller chercher volontairement des gens dont ils savent qu'ils seront au large de la Libye, parce que c'est là que les amènent les passeurs, et qu'à partir de là, le droit de la mer est insuffisant pour caractériser ce qui se passe en Méditerranée. On n'est ni face à des naufragés de bateaux qui, par malheur, feraient naufrage, parce qu'en fait, beaucoup, malheureusement, des embarcations fragiles des passeurs font naufrage et sacrifient les vies humaines des malheureux qui s'y embarquent. Oui, le naufrage et on n'est pas non plus sur des passagers d'une croisière de plaisance. Et effectivement, ces bateaux battent des pavillons de différents pays, souvent européens, jamais italiens. Donc le raisonnement juridique du gouvernement italien est celui-là. Et là, ça nous ramène effectivement au sujet, mais qu'a directement touché Yves, et il a raison, c'est l'absence de dispositif général de l'Union européenne pour traiter une question qui est là depuis 7 ans. Parce que là, en fait, se réinstalle un débat qu'on a eu en 2015 lorsqu'il y a eu la grande vague de migrants syriens sur l'Europe. Ah bah si, en fait, Louis, moi je dirais quand même que si on n'a pas avancé. Il y a un dispositif. Il y a un dispositif, c'est la sous-traitance à des États policiers, notamment la Turquie, et la Libye, qui est la grève d'embarquement de ces migrants, c'est un peu le trou dans le dispositif d'une certaine manière. Oui, c'est ça, c'est l'endroit de passage, la faille de passage. D'ailleurs, on pourrait parler des responsabilités de l'opération militaire en Libye d'il y a plus d'une dizaine d'années, qui a transformé la Libye en vaste terrain vague et terrain de jeu de passeurs esclavagistes. Qui a déstabilisé toute l'Afrique. Et si on a du djihadisme, c'est ça. Pas ensemble, Yves Tréhard, allez-y. Si on a le djihadisme en
en Afrique, au Sahel, c'est en grande partie parce qu'on a déstabilisé. Alors, évidemment, comme disait De Gaulle, c'était la dictature ou le désordre. On a enlevé la dictature, et puis on a créé le désordre. On n'a pas la démocratie non plus. C'est-à-dire qu'on a enlevé Kadhafi, depuis, c'était une vaste, un Far West, quoi. Et donc, un Far South. Et donc, toute l'Afrique a été déstabilisée par cette opération militaire improvisée qui a été désastreuse. Bon, en tout cas, vous nous dites, vous avez l'intuition, Yves, que la France accueillera l'Ocean Viking. Je ne sais pas, mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que c'est beaucoup l'Italie qui est aux avant-postes. Voilà. Pourquoi ? Pour des raisons géographiques. Parce que vous savez que c'est là, quand vous êtes le plus proche, c'est vous qui devez accueillir les bateaux. Et ça fait des années que c'est comme ça. C'est-à-dire que l'Italie, c'est bien gentil d'aller taper sur le gouvernement italien, mais puisque c'est la matinée des coups de gueule, ça fait 7 ans qu'on laisse l'Italie en première ligne des arrivées de migrants. Il y a une vaste hypocrisie des pays européens qui sont moins en première ligne, à commencer par la France, qui explique que ces affreux Italiens, qui d'ailleurs votent très mal parce qu'ils ont élu un gouvernement post-fasciste, nationaliste, bon je ne reviens pas sur le débat sémantique, on peut quand même voir un lien entre le résultat de ces élections, Salvini en 2018, Meloni en 2022, et le fait qu'on laisse l'Italie en première ligne accueillir des migrants qui en plus pour la plupart ne veulent même pas aller en Italie. Et il y a un chiffre qui est très révélateur qu'on cite dans Marianne cette semaine qui dit ça, il y a plus de demandes d'asile pour la seule région Île-de-France que pour l'Italie tout entière. Donc ça montre bien que de toute façon si vous laissez ces migrants arriver en Italie, ils vont ensuite voyager dans l'Union européenne d'une manière totalement incontrôlée et aller demander l'asile d'une manière qu'on ne gère pas du tout au niveau européen. Donc ça dénote la faillite totale de l'Union européenne. Alors, il y a aussi, juste pour l'anecdote, aujourd'hui Paris tape sur le gouvernement italien. En 2019, qu'est-ce qu'il disait Christophe Castaner, à l'époque il était ministre de l'Intérieur? On a observé de façon documentée, je vous le dis, une collusion entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. À l'époque c'était le bateau qui était pointé du doigt, pas les autorités italiennes. Je voudrais prendre quelques minutes, je profite de vous avoir tous les deux, Yves Tréhard, Louis Osalter, pour parler de ce qui se passe aux États-Unis, les midterms. Alors évidemment, les résultats tombent au compte-gouttes et ça n'est pas la vague rouge, la vague républicaine attendue, Yves Tréhard. Comment vous interprétez ce qui se passe? Il y a plusieurs interprétations. La première, c'est que les instituts de sondage, comme souvent ces derniers temps, n'ont pas été, n'ont pas anticipé précisément ce que les Américains ont voté. Et on voit qu'on s'est un peu trompé. Deuxième chose, c'est sur la Chambre des représentants, non, a priori, elle passera républicain. Oui, mais enfin, il n'y a pas la vague non plus pour la Chambre des représentants. Chez le Sénat, ça risque d'être assez serré, il faut le dire. En plus, avec des histoires incroyables. Par exemple, en Géorgie, il y aurait un deuxième tour. On ne le savait pas, ça, mais il y a un deuxième tour en Géorgie, dans l'État de Géorgie, qui aurait lieu d'ailleurs dans pas loin d'un mois, je crois. Ça dit quoi? Ça veut dire que l'Amérique est effectivement très divisée. Très divisée. Entre un parti républicain qui est quand même grandement, beaucoup plus que je ne le croyais d'ailleurs il y a quelque temps, dans la main de Donald Trump, quand même. Vous avez énormément de... Donald Trump est resté extrêmement influent de ce côté-ci de l'échiquier politique. Et puis vous avez un parti démocrate, et on ne l'a pas dit assez, avec un président Biden dont la politique, entendez-moi bien, on le dit jamais en France, dont la politique d'investissement dans les services publics et dans les infrastructures, de l'avis de tous les observateurs avisés, j'entends, et américains, disent historiquement ça n'a jamais été fait à ce niveau-là. C'est vrai qu'il a injecté des milliards et des milliards de dollars dans cette politique-là. Est-ce que c'est ça et il n'a pas pu faire tout ce qu'il espérait, qui limite la casse? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, le Biden qu'on disait balayé, apparemment, c'est pas tout à fait le cas. Bonne résistance des démocrates et de Joe Biden, Louis Osalter. Oui, et un Biden, c'est intéressant de le noter, qui Trump disait America First, etc. Mais Biden ne dément pas cette politique, puisque typiquement sur son Reduction Inflation Act, il écrase allègrement toutes les règles de l'OMC, c'est-à-dire qu'il encourage, pour être clair, l'industrie américaine au mépris des règles de concurrence de l'OMC. Évidemment, l'Union européenne ne fait pas du tout la même chose. Fin de la parenthèse, mais c'est pour illustrer une continuité dans la politique américaine entre Trump et Biden. L'OMC dit un État a le droit de soutenir son industrie pour la recherche-développement, mais pas pour le commerce, pas pour ça. Pas pour la production. C'est pour inonder d'automobiles électriques les marchés européens notamment. Mais fin de cette parenthèse. Oui, il y aura deux choses à suivre de chaque côté. C'est l'avenir de Biden, quand même compliqué, parce que pas seulement par son âge, mais par le fait que au Parti démocrate, il ne va pas du tout de soi que Biden se représente à son mandat. Alors peut-être que ces midterms, bien meilleurs que prévu pour lui, ils vont l'aider, mais il n'y a pas du tout un consensus au Parti démocrate pour le fait que ce président qui aura bientôt 80 ans sollicite
un deuxième mandat. Et côté républicain, évidemment, ce qui est à suivre, c'est moins un duel idéologique, parce qu'en fait, la ligne Trumpiste a quand même irrigué complètement les candidats républicains, et on l'a vu dans cette campagne au niveau local, mais c'est le duel de personnes. C'est-à-dire un Ron DeSantis qui gagne en Floride, qui en fait tient peu ou prou les mêmes propos que Donald Trump, mais qui n'est pas Donald Trump, et qui est sans ses outrances, sans son âge, qui est beaucoup plus présentable, va faire une rivalité sérieuse à un Trump qui n'a pas réussi à faire élire tous les poulains qu'il espérait dans ces élections de mi-mandat. Donc c'est pas du tout écrit que Donald Trump soit le candidat républicain en 2024. Je parle sous toute réserve des résultats à venir et de la suite du débat au sein du Parti républicain, mais ce qui est intéressant, c'est que si le Trumpisme semble acquis comme ligne idéologique, le personnage de Trump ne semble pas acquis comme candidat naturel. Très intéressant. Il est probable qu'il se représente, mais qu'il n'arrive pas à l'emporter dans des primaires. Ça, ça me paraît, c'est ce que beaucoup de spécialistes disent en tous les cas, c'est que il n'est pas du tout assuré de son. Finalement, tout ce qui nous amuse, nous, et qui peut aussi nous heurter un peu, n'amuse pas autant que ça les Américains, les électeurs républicains américains, et qui ont peut-être envie de passer à autre chose. Et c'est d'ailleurs, je dirais, si vous me permettez de conclure avec ça, une bonne chose qu'aux prochaines élections, il n'y ait ni Biden, ni Trump. Peut-être. Parce que ça donne quand même une image de cette grande démocratie. C'est décalé, c'est très décalé. Allez, place aux jeunes, vous avez raison. Merci beaucoup Yves Tréhard, merci Louis Osalter. À la une de Marianne en kiosque demain. Les écolos radicaux, on a essayé de comprendre ce qu'ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Comme le Figaro aujourd'hui. Sans confession. Exactement. Et on a hâte de vous lire. Merci à tous les deux. Bonne journée.